Ça, déjà, je voudrais revenir sur une info complètement ubuesque qui était arrivée cet été à Toulouse. Un squatteur a profité de la piscine d'une résidence privée pour faire un petit plouf. Malheureusement, il s'est gravement blessé à cause de la profondeur de la piscine et est devenu tétraplégique, malheureusement. C'est un truc de fou. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque l'homme aurait porté plainte contre les propriétaires qui auraient été retenus coupables pour négligence. C'est une histoire complètement folle, Gilles Verdez. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que quand vous êtes propriétaire d'un lieu, même s'il est squatté, vous êtes responsable de l'état du lieu. On devient fou. Déjà, c'est la loi. On devient fou. Donc la loi change alors. Donc la loi change. Il va avoir du travail, le nouveau garde des Sceaux. Certainement. C'est-à-dire que vous êtes responsable de l'état de ruine qui peut être causé par le manque d'entretien. Alors que tu ne peux pas rentrer chez toi. Exactement. Et que si vous rentrez par la force, vous allez être doublement condamné. Voilà. Donc ça, c'est le truc le plus hallucinant. Après, sur cette histoire, Cyril, il y a eu deux versions. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui émerge. C'est la version de la victime qui est tétraplégique, qui aurait en fait accompagné un des locataires qui, lui, aurait eu les clés du domaine. Et il serait tombé à l'eau. Et il aurait plutôt, via son avocat, envoyé une lettre pour obtenir un dédommagement au civil qu'attaquer au pénal les responsables de la propriété. Voilà. Il y a deux versions aujourd'hui là-dessus. Mais c'est vrai que quand on s'introduit illégalement quelque part, si on se blesse, c'est le propriétaire qui peut être condamné. C'est incroyable. Un cambrioleur en situation irrégulière. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Un étranger de 29 ans, cambrioleur récidiviste, était convoqué au tribunal de Dunkerque pour assister à son procès pour un de ses méfaits. Il n'est pas venu. Vous savez pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il avait un rendez-vous administratif à la sous-préfecture dans le cadre d'une régularisation de sa situation. Non, mais c'est pas il n'est pas allé au tribunal parce qu'il a été jugé pour un vol, mais il était en train de se faire régulariser. Non mais Gilles Verdez, vous comprenez ça ? Ah bah là, l'histoire est totalement surréaliste. Condamné 14 fois par la justice. 14 fois, 14 fois. Donc il a 14 mentions à son casier judiciaire. Et son avocate donc est à l'audience et le tribunal dit mais il n'est pas là. Non, parce qu'il est pour un rendez-vous très important afin de prendre des empreintes, vous l'avez dit, dans le cadre d'une démarche de régularisation. Alors j'ai regardé, vous pouvez avoir plusieurs condamnations. Ça n'empêchera pas, Cyril, aujourd'hui, telle qu'est la loi, d'être régularisé. Tout dépend du motif de vos condamnations. Mais si c'est des condamnations pour, je dirais, entre guillemets, violence ordinaire ou cambriolage, ça n'empêche pas d'être régularisé. Il faut changer la loi. Il sera peut-être Tu n'as pas à être condamné quand tu n'as pas de papier, tu te tiens tranquille. Tu n'as pas à être condamné. C'est n'importe quoi. Si les condamnations ne sont pas pour des faits très graves, ça n'empêche pas. Il n'y a pas de lien entre une condamnation et il n'y a pas de lien systématique entre des condamnations et une régularisation ou non. Bien sûr que si. Il y a des normalement, il devrait. Toi, tu parles de loi une fois de plus, mais il devrait y avoir des liens. Quelqu'un qui vient sur le sol français, qui veut être régularisé, tiens-toi tranquille, viens sur le sol français, sois exemplaire, viens travailler, viens sauver ta famille d'où tu viens, je ne sais pas d'où, peu importe. Tu ne peux pas être condamné 14 fois et rester sur le sol français. Une fois, deux fois, 5 fois. Au bout de 5 fois, tu dois partir. Tu fais que de la merde ici. Ça fait 5 fois que tu es condamné. Barre-toi. On n'a pas besoin de toi. Tu fais du tort à tous ceux qui restent là et qui veulent rentrer pour travailler. Comme Hakim tout à l'heure. Et comme Hakim tout à l'heure qu'on a vu. Et tu as plein de gens comme ça. Et c'est là qu'on fait l'amalgame en disant plus d'étrangers dehors. Parce que tu as des mecs qui sont condamnés 14 fois. Alors au bout de la 27e, on va lui dire c'est bon. Tu es condamné 27 fois. Allez, je te donne la nationalité. C'est bon. Tu l'as mérité. Non mais on est fous là, on est chez les fous. Raymond, 13 fois à du ferme. Ah oui. Donc 11 fois pour vol aggravé. Est-ce que vous vous rendez compte, si vous nous rejoignez à 20h50, le mec il avait son rendez-vous au tribunal pour être jugé et il était en train de se faire régulariser de l'autre côté. Il avait un rendez-vous pour une régularisation. Non mais quand on vous dit qu'on marche sur la tête dans ce pays, les gens, je les vois, les gens rigolent. C'est un truc de fou. Il est condamné 14 fois. Bon, donnez-lui la nationalité. Il fait des efforts, il est condamné 14 fois. Non mais il dort. C'est quand même des efforts. C'est con de dire ça, mais il fait du tort à ceux qui viennent pour rester tranquilles. Exactement. Eh les mecs, attendez, c'est pas nous, hein, on fait rien, nous, c'est marqué là. Les gens, ils sont pas cons, ils le voient bien. 14 condamnations, et l'autre, il est à la préfecture. Ouais, j'ai choisi, hein, je préfère venir ici que là-bas. J'ai pas été au tribunal là-bas, parce que là-bas, ça va chauffer. Je préfère venir là pour la carte d'identité. Mais c'est dingue, c'est dingue. Avant de parler d'Émile et de tout ce qui s'est passé ce week-end, je voudrais vous raconter aussi cette histoire. De retour, ça s'est passé dans l'Oise. De retour de vacances, un homme a découvert un intrus chez lui. En fait, il rentre chez lui tranquille et il voit un gars vêtu de ses propres vêtements posé sur son canapé tranquille. Le gars était pépouze. L'individu a été condamné à 12 mois de prison et placé en détention par le tribunal de Senlis. Ce qui s'est passé, donc c'est un habitant de Beaurand-sur-Oise. Donc il rentre tranquillement de vacances, Gilles, c'est un truc de fou. Il rentre chez lui, effectivement, il voit quelqu'un sur son canapé avec ses habits, regardant sa télé. Donc là, il se dit, quelque chose ne va pas. Et là, il a la présence d'esprit de sortir. Parce qu'il se dit, si l'individu est armé, je risque gros. Il sort, il revient avec un voisin et un chien.
Et là, l'individu qui a occupé les lieux illégalement prend peur et s'enfuit. En s'enfuyant, il va voler quand même quelques objets, les clés de voiture, un peu de mobilier, qu'il emmène dans ses poches. Il part pas les mains vides. Il fuit vers la gare de Boran-sur-Oise. Il est rattrapé par les gendarmes. Et là, il va être en garde à vue. Il tente de blesser gravement le gendarme en lui portant un coup de tête. Il l'insulte. Il l'insulte. Il ne comprend pas pourquoi il est là. Voilà. Il arrive en détention provisoire. Il frappe en tentant d'étrangler un surveillant de la pénitentiaire. Il va au tribunal. Il va au tribunal et il dit mais je sais pas pourquoi je suis là. Je suis suicidaire, je suis cardiaque. Oui, j'ai eu un enfant, mais je sais plus avec qui. Il tente de jouer le gars totalement illuminé. Et là, le tribunal parfois. Alors, lors de son transfert pour l'expertise, il a frappé et tenté d'étrangler le surveillant. Absolument, il a voulu étrangler le surveillant de la pénitentiaire. Donc, il est chez quelqu'un, il frappe un gendarme gravement, coup de tête. Il tente de surveiller, il tente d'étrangler un surveillant. Donc il est condamné à 12 mois de prison, placé en détention, voilà. Et on s'aperçoit qu'il a déjà 12 condamnations. Et il venait de faire la même chose quelques semaines avant dans les Yvelines. Donc voilà, c'est un multirécidiviste du squat et voilà, 12 condamnations. Alors est-ce que c'est qui Alors, il s'appelle Hassan, il a 28 ans. Voilà, il est en situation. Il fait quoi dans la vie ? Je ne sais pas, Cyril, il est en situation précaire, c'est quelqu'un de très déséquilibré. Voilà, au tribunal, ses déclarations n'avaient pas de sens. Il va passer par une expertise psychiatrique, bien entendu. Oui, absolument. Voilà. Il consomme beaucoup de stupéfiants et d'alcool. Exactement. Voilà. Il était ivre au moment des faits. Alors, le propriétaire s'est exprimé. C'est très impressionnant de rentrer de vacances et de trouver quelqu'un chez soi. Quand je l'ai vu, je suis sorti car je ne savais pas s'il était armé ou non. Je suis revenu. Voilà, j'ai gardé mon calme. Je pense qu'il était chez moi depuis plusieurs jours. Il était chez lui tranquille pendant plusieurs jours, pépouze sur le canapé. Voilà, je crois qu'il regardait les JO tranquille. Avec mon survêt du PSG. Mon survêt. Il est originaire d'Aulnay-sous-Bois. Il tourne comme ça de résidence en résidence en région. C'est incroyable. Il est 20h53. On est en direct dans un instant. Mort du petit Émile pour le procureur. La piste criminelle est encore d'actualité. On va revenir là-dessus dans un instant. Pour le moment, mort d'un employé municipal à Grenoble, tué par balle après avoir tenté d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de s'enfuir. Alors ça, ce week-end encore, Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter cette affaire qui nous a encore rendu fous ce week-end ? C'est une histoire incroyable, hallucinante, ahurissante. Lilian Dejean, c'est son nom, 49 ans. Il est agent municipal à la mairie de Grenoble. Il est père de 2 enfants. Il prend son service à 7 heures à la mairie. Il s'occupe de la voirie. Et là, il arrive juste après. Il n'est pas témoin direct, mais il y a un carton sur le boulevard Jean Pin, à Grenoble. C'est juste en face de la mairie. Et du coup, Lilian Dejean, lui, il est à bord d'un véhicule de la voirie. Il va prendre son service. Et son premier réflexe, il y a en fait une voiture bleue qui est arrivé à toute vitesse et qui a tamponné une voiture conduite par une femme d'un certain âge qui était arrêtée au feu rouge. Donc choc arrière. Les 2 voitures sont littéralement explosées. Et donc cet employé municipal va tout d'abord voir s'il peut aider. Il voit la femme qui est au volant de sa voiture exploser. Elle va à peu près bien, en tout cas elle n'est pas blessée. Et à ce moment-là, il se retourne vers le véhicule, donc l'Audi RS bleu qui a provoqué l'accident. Et là, il s'aperçoit que le conducteur de ce véhicule est en train de s'enfuir. Et donc, il va le rattraper et ils vont avoir une altercation tous les deux. Il dit, mais non, vous avez provoqué un accident, vous ne prenez pas la fuite, etc. Et à ce moment-là, l'individu a sorti une arme de poing, un 9 mm, et il a tiré 2 balles au niveau du thorax. Et Lilian Dejean, donc... Il y a eu l'hommage aujourd'hui et je peux vous dire que c'était très, très émouvant. Bien sûr. Et c'est vraiment... Et alors, le tueur a été identifié. Alors, le tueur a été identifié. La police judiciaire de Grenoble a été très rapide. Le véhicule est un véhicule de... C'est un véhicule... Oui. C'est quoi ? Il est né en 1999, je crois. Il serait déjà connu des services de police. Déjà connu des services de police, prénommé Abdoul. Il y a eu des perquisitions hier, ils ont été effectivement très vite. Et il avait une voiture immatriculée en Pologne. Voilà. Alors les voitures immatriculées en Pologne, ça permet souvent d'empêcher de remonter la filière si on commet un délit routier ou si on transporte de la drogue, ce qui n'est sans doute pas le cas ici, mais je veux dire, ça permet de dissimuler, voilà. Donc la voiture était immatriculée en Pologne et cet employé municipal, c'est dramatique parce que, en fait, tout le temps dans sa vie, il faisait preuve d'altruisme, c'était un syndicaliste, il aidait les autres. Et là, il a voulu faire, il allait au boulot, il a voulu faire ce qu'il faisait toujours, c'est-à-dire aider, voilà, et il est mort pour ça.
Bon. Non, mais c'est faux. Alors, la réaction du maire aussi a fait énormément réagir, Éric Piolle, Gilles Verdez. Hein. Oui, parce que le maire a un peu assimilé ça à un règlement de compte, ça paraissait un peu règlement léger. de compte, non. Il a dû faire machine arrière, voilà. Donc du coup, il s'est expliqué, il a critiqué la fachosphère, mais ses premières déclarations qui parlaient d'une balle perdue dans les règlements de compte. Alors oui, lui il dit que c'était avant, je sais, Michel. Il ne parlait pas de cette affaire. Non, voilà. Mais néanmoins, Il vient de le dire, donc il ne parlait pas de cette affaire. Il ne parlait pas de cette affaire. Oui. il a été en porte-à-faux quand même pendant un moment. Non, mais ce qui a choqué, c'est quand il a dit personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Ah oui. Il ne parlait pas de cette affaire. Oui, mais on ne peut pas dire ça quand on fait une conférence de presse. C'est lui qui a pris la parole à 17h, il ne peut pas dire ça. Le problème, c'est pas les armes, c'est les gens qui utilisent ces armes et à mauvais escient. Il n'a pas encore été appréhendé. Alors, il y a eu, donc c'était un véhicule de location immatriculé en Pologne. Les policiers sont remontés très rapidement sur le locataire de ce véhicule, donc un fameux Abdoul, né en 99. Ils ont fait 4 perquisitions depuis dimanche à des lieux qu'il fréquentait. Ça devait être ses petites amies, son domicile et peut-être ses parents. Il est originaire de la région, il est né en Isère. Et ils ne l'ont pas trouvé, mais en tout cas, il est identifié, il est recherché activement, et je pense qu'il sera interpellé rapidement. Avant de parler du petit Émile, puisque l'affaire rebondit, je voudrais qu'on reparle le point sur l'affaire Lina, puisque ça encore, il y a des choses qui ont été retrouvées. Oui, alors là, c'est tout à l'heure Raymond qui poussait son coup de gueule, mais moi j'ai envie d'en pousser un aussi. Ah, allez-y. Parce que je ne vais peut-être pas raconter toute l'histoire, je pense qu'on la connaît. Au mois de juillet, un individu donc s'est suicidé, Samuel Gonin. Il avait été identifié parce que les gendarmes, depuis la disparition de Lina en septembre 2023, étaient à la recherche d'un véhicule, une Ford Puma, immatriculé en Allemagne, qui avait été volé à Fribourg sur un parking de supermarché. Et ce véhicule était recherché par toutes les polices de France. Et il se trouve que le 6 janvier 2024, donc 4 mois après la disparition de Lina, ce véhicule est contrôlé par des motards des douanes, conduit par le fameux Samuel Gonin. Il est placé en garde à vue, le véhicule est placé à la Fourrière, et c'est le fameux véhicule que les gendarmes de Strasbourg recherchaient. Bien sûr. Et les gendarmes ont mis des mois à retrouver cette voiture qui était à la Fourrière, à Narbonne, et c'est là où c'est terrible. Parce que si on avait eu en temps réel, parce que les douaniers n'ont pas inscrit le véhicule sur le fichier national des véhicules placés en fourrière, si ça avait été le cas, le véhicule aurait été immédiatement identifié par les gendarmes. Et du coup, quand les gendarmes retrouvent enfin ce véhicule en fourrière, le temps de remonter sur la procédure sur le fameux Samuel Gonin, quand ils arrivent à son domicile, ils découvrent qu'il s'est suicidé. Et ils saisissent donc ce véhicule, ils vont le récupérer à Narbonne, ils le mettent au laboratoire, ils extraient de l'ADN, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que non seulement ils trouvent un ADN de contact sur le siège arrière droit, au niveau de la ceinture de sécurité, c'est-à-dire c'est un ADN de contact, de la transpiration, où elle a utilisé cette ceinture de sécurité à l'arrière, ce qui pose quand même une vraie question, c'est pourquoi est-elle à l'arrière du véhicule ? Il y a le conducteur, logiquement, elle aurait dû être sur le siège avant. Donc ça peut éventuellement laisser penser qu'il y avait un complice. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est là où je suis en colère, c'est que toutes ces erreurs qui ont été commises et qui ont retardé la découverte de ce véhicule, dans le véhicule, les gendarmes de Strasbourg ont retrouvé le sac à main de Lina. Ce qui veut dire que si en janvier, les gendarmes avaient eu cette information, c'était réglé. Ils avaient Samuel Gonin qui était au volant de cette voiture et qui aurait été gardé d'ailleurs à ce moment-là, et on saurait peut-être ce qui est arrivé à Lina. Donc cette petite erreur de ne pas inscrire le véhicule dans le fichier national, c'est vraiment la grosse bourde. On va parler maintenant, juste 2 petites secondes, j'ai vu, avant de parler du petit Émile, pour nos téléspectateurs, j'ai vu qu'il y avait la carte d'identité du meurtrier présumé de Lilian Dejean, donc l'employé municipal, qui tournait sur les réseaux sociaux.
C'est normal, ça? Alors, non, c'est pas normal. C'est une tendance qu'on retrouve en ce moment dans plein d'affaires. Je voulais en parler aux téléspectateurs. C'est vrai que certains Abdoul D, voilà, parce que maintenant je sais son nom, je sais, voilà, il y a sa carte d'identité qui tourne sur les réseaux. Vous savez, dans d'autres affaires qu'on évoque ici en ce moment, il y a des gens qui dévoilent des identités de suspects, il y a des gens qui donnent des indices, etc. Alors, ces gens sans doute croient bien faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut pas le faire parce qu'il y a des familles qui après sont mises en danger. Il peut y avoir des gens qui n'ont rien à voir, je vois ça, je voulais en parler aux téléspectateurs, qui sont ses proches et qui n'ont rien, qui ne savent pas du tout, qui peuvent être harcelés. On a vu dans des affaires récentes des enfants de présumés coupables ou de coupables harceler les enfants qui sont strictement pour rien. Donc voilà. Donc non, ce ne sont pas des méthodes et ce n'est pas légal.